Bonjour à tous, madame, monsieur, voici les titres de ce 23h. Le vice-président de la République, Tiemokomeli Kone, est à Addis Abeba en Éthiopie, où il représente le président Alassane Ouattara au 38e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ce sommet sera l'occasion d'aborder les crises sur le continent, ainsi que les questions de paix et de sécurité. Nous allons suivre cette rencontre entre le Premier ministre Robert Begré-Mambé et le représentant, le révérend Dr Yaya Dion Robert, président de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale. Le chef du gouvernement a exprimé sa gratitude pour les prières pendant la Cannes 2023 avant de solliciter de nouvelles intercessions en faveur de la paix en cette période électorale. Et puis, diplômés et débrouillards, coup de projecteur sur ces étudiants ou apprenants prêts à l'emploi mais qui chôment. En attendant que s'ouvrent les portes d'une entreprise, certains se sont créés leur propre univers. Ils mènent des petites activités à partir desquelles ils arrivent à se prendre en charge, mais pas que. Vous allez le voir dans quelques instants seulement. Mais tout d'abord, prenons la direction d'Addis Abeba en Éthiopie, où se trouve le vice-président de la République, Tiemokomeli Kone, va représenter le chef de l'État à la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue les 15 et 16 février 2025. Le vice-président a été accueilli à son arrivée par les hautes autorités éthiopiennes ainsi que plusieurs membres du gouvernement ivoirien et les chefs de mission diplomatique de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies et de l'Union africaine. Le 38e sommet de l'UA, axé sur la promotion de la justice réparatrice et de la guérison raciale, est placé sous le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les réparations ». On en vient à cette rencontre, je le disais en titre, rencontre entre le Premier ministre Robert Begré-Mambé et le révérend Dr Yaya Dion Robert, président de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale. Le chef de gouvernement lui a exprimé sa gratitude pour la prière pendant la Cannes 2023 avant de solliciter de nouvelles intercessions en faveur de la paix en cette période électorale. Marie-Chantal Akandan, Ulrich Adongon au siège de l'église à Yopougon. Cette rencontre entre le Premier ministre Robert Begré-Mambé et le révérend Dr Dion Yaya Robert au siège de son église dans la commune de Yopougon s'inscrit dans une dynamique de dialogue entre l'État et les leaders religieux en vue de renforcer la cohésion sociale. Au cours des échanges, le Premier ministre a exprimé sa gratitude pour les prières ayant accompagné la nation, notamment lors de la Cannes 2023. Il a ainsi sollicité un soutien spirituel accru en cette année électorale. Le révérend Dr Dion Yaya a salué cette démarche du gouvernement et réaffirmé l'engagement de son Église à accompagner la nation. Monsieur le Premier ministre nous a apporté le message de la part du président de la République pour les prières que le corps ecclésiastique a adressées à Dieu pour la Cannes. Qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un certain niveau par rapport au passé. Et tout cela est dû à la prière. Il y a l'action gouvernementale, bien sûr, mais tout est soutenu par la prière. Il y a beaucoup qui reste à faire. Et nous avons besoin de prier, mais quand même, on a un certain degré économique aujourd'hui pour lequel il faut dire merci à Dieu. Les élections, c'est un moment crucial pour la Côte d'Ivoire. Et il faut absolument la prière et que les cœurs s'accordent. Nous avons prévu un très très grand programme qui va rassembler des centaines de milliers de personnes au stade Ebimpe en août. Cette coopération spirituelle et institutionnelle témoigne d'une prise de conscience collective de l'importance de préserver la paix. Une autre rencontre, cette fois entre l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire et la présidente du Sénat, Kandia Camara. Au menu, une invitation en terre égyptienne au mois de mars prochain dans le cadre du renforcement de la coopération. Herman Guivi. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Côte d'Ivoire, son Excellence Chérif Magdi Rachad Saïf, à la permanence du Sénat d'Abidjan pour un tête-à-tête avec la présidente de l'institution, Kandia Camara. La coopération entre les Sénats égyptiens et ivoiriens, les questions d'actualité internationale, autant de sujets
abordés au cours de cette audience. La coopération entre les deux Sénats, nous sommes en train d'organiser, de planifier une visite, Inch'Allah, prochainement pour Madame la Présidente au Caire, selon l'invitation par notre président du Sénat. Nous avons discuté aussi la création d'un groupe d'amitié entre les deux Sénats et ça sera un des sujets évoqués lors de cette visite prévue, Inch'Allah, dans le mois qui suit. J'ai eu l'honneur aujourd'hui de discuter avec Madame la Présidente la situation au Moyen-Orient. J'ai transmis le message de l'Égypte, une solution basée sur deux États qui vivent côte à côte en paix. Madame la Présidente m'a affirmé la position de la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Ce sujet sera, Inch'Allah, évoqué aussi lors de la prochaine visite de Madame la Présidente. Opportunité pour les deux personnalités de saluer l'excellence de la coopération qui existe entre leurs États. Posons nos valises maintenant en Allemagne où se tient la 4e édition de la conférence intitulée « Pas de financement pour le terrorisme ». Une rencontre de haut niveau organisée par le ministère fédéral allemand des Finances. 5 pays africains y prennent part et la Côte d'Ivoire est représentée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Walter Amadou. Munich, en Allemagne. Le ministre d'État, ministre de la Défense, prend part à la conférence dénommée Nomani for Terror. Thème abordé, méthode de financement du terrorisme. C'est une conférence qui permet de faire le point sur le financement du terrorisme à travers le monde. Nous avons mis un point d'honneur à signaler le fait que le financement se faisait à travers plusieurs canaux, que ce soit donc le vol et la vente de bétail, que ce soit le trafic de drogue ou de carburant, que ce soit les enlèvements aussi, les enlèvements de personnes. Et donc, bien entendu, il y a d'autres fléaux qui participent au financement du terrorisme. Partage d'informations, partage d'expériences. C'est une conférence très importante qui regroupe beaucoup de pays de tous les continents. Et l'Afrique était représentée principalement par 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Congo. Bien avant, Téné Birahima Ouattara a échangé avec Vinit Zanhar, responsable des ventes outre-mer de la société Rheinmetall, deuxième équipementier européen qui exerce dans 138 pays. Elle espère nouer un partenariat avec la Côte d'Ivoire. Ces engins peuvent être utilisés par l'armée ivoirienne pour des besoins logistiques et de défense aérienne. Damana Picasse et Hippo Lagui, condamnés à 10 ans d'emprisonnement dans le cadre de l'attaque du 2e bataillon projetable d'Abobo, et Kwa Justin, condamné à 10 ans d'emprisonnement pour trouble à l'ordre public, ainsi que d'autres personnes à 5 ans d'emprisonnement. Après ce verdict, le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan, a animé une conférence de presse pour apporter des précisions. Moussa Konaté va au Richard. Le verdict est connu depuis le mercredi 12 février. Damana Picasse et Hippo Lagui, condamnés à 10 ans de prison dans l'affaire de l'attaque du 2e bataillon projetable d'Abobo. D'autres accusés, également condamnés à 5 ans. Kwa Justin écope lui aussi de 10 ans d'emprisonnement pour attentat contre l'intégrité du territoire national. Face à la presse, le procureur de la République fait des précisions sur cette décision de justice. Monsieur Damana Picasse a été cité par l'un des accusés qui est dans le milieu, dans le dispositif même de la lutte et dans les différents dossiers d'action subversive comme étant le financier. Alors donc, les éléments du dossier sont assez probants qui attestent que M. Damana Picasse était le financier. Le cas de M. Kwa Justin, c'était le 14 septembre 2020, c'est-à-dire la date à laquelle le Conseil constitutionnel devait publier la liste des candidats autorisés à participer à l'élection présidentielle. C'est là où il a essayé de chauffer à bloc ses militants et sympathisants en leur demandant de se préparer physiquement, mentalement et de descendre dans les rues partout en Côte d'Ivoire sur une période infinie en créant le chaos. Et il n'a pas nié. Le procureur de la République indique qu'il ne s'agit pas
d'un procès lié à des faits politiques. Les faits qui sont reprochés à M. Damana Picasse et autres, tout comme à M. Kwa Justin, sont des faits criminels. Ce ne sont pas des faits délictuels et ce sont des faits particulièrement graves. Le temps de la justice n'est pas celui des politiciens et nous, on ne rentre pas dans les considérations politiciennes. Il s'agit des faits criminels qui ont été instruits conformément aux règles contenues dans le Code de procédure pénale. Les personnalités condamnées subissent également des peines complémentaires. Sur une période de 5 ans, ils sont privés de leurs droits civiques et sont interdits de paraître sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de leur département de naissance. Autre volet de l'actualité à présent, la politique et la position de la Côte d'Ivoire en matière d'intelligence artificielle expliquée par le ministre Khalil Konaté. C'était lors du sommet de Paris sur l'intelligence artificielle qui a réuni les dirigeants du monde les 10 et 11 février dernier. Gabriel Zani, Aziz Ganiou. Au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, au Grand Palais à Paris pendant 2 jours, les chefs d'État et de gouvernement, les experts de l'IA, les chefs d'entreprise ont voulu établir ensemble les fondements scientifiques, les solutions et les standards d'une IA plus durable centrée sur l'humain. C'est dans cette dynamique constructive que s'est élaborée la politique ivoirienne de l'IA, selon les explications données par Khalil Konaté, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation représentant le président de la République aux assises. L'intelligence artificielle, c'est l'innovation. Et cette innovation-là doit être utilisée au service des populations, des citoyens, et cela de manière éthique. Qui dit intelligence artificielle dit données. Qui dit données dit espace de stockage. Modestement, en Côte d'Ivoire, nous ambitionnons aujourd'hui de construire 5 data centers en Côte d'Ivoire, de sorte à stocker nos données sur le territoire national. Du Grand Palais de Paris au siège de l'UNESCO, le cœur des débats reste l'usage éthique de l'IA, tant il est vrai qu'elle représente à la fois des intérêts certains et des risques. Et l'Afrique, ainsi que bien d'autres États moins avancés en la matière, doivent y prendre toute leur place, trouver des opportunités dans cette révolution technologique. Dans cette salle de l'UNESCO, les délégations de différents pays ont partagé leurs pratiques de l'IA. Une avancée majeure a été réalisée avec la signature de la lettre d'intention avec la haute autorité de la bonne gouvernance, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation et l'UNESCO. Cet engagement a été renforcé par la nomination d'un point focal dédié à la mise en place d'une task force chargée de coordonner efficacement les initiatives en matière de développement d'intelligence artificielle éthique. La politique ivoirienne de l'IA a été impulsée par l'UNESCO. La Côte d'Ivoire est vraiment un acteur clé du développement de l'IA en Afrique, avec son engagement depuis le développement du numérique jusqu'à l'intelligence artificielle. Et la délégation permanente accompagne donc le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation dans cette aventure. L'intelligence artificielle s'invite partout et évolue à l'échelle mondiale. La responsabilité des États africains est dès à présent engagée pour protéger les données des utilisateurs, créer un écosystème favorable au développement de l'IA, installer des infrastructures adéquates et enfin former la jeunesse pour transmettre les compétences sur l'intelligence artificielle. Retour en Côte d'Ivoire et cette cérémonie avec les lauréats du prix national d'excellence de la communication et des médias. Ils ont été reçus par le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly. Les lauréats lui ont réitéré leur reconnaissance et affirmé leur engagement à œuvrer au développement du secteur de la communication. On voit cela avec Khalil Diomandé. Dans une démarche de gratitude, les lauréats de l'édition 2024 des prix nationaux d'excellence de la communication et des médias sont venus exprimer de vive voix leur reconnaissance au ministre de tutelle, Amadou Coulibaly. Par l'entremise de leur porte-parole,
Ils traduisent leur volonté d'œuvrer au rayonnement du secteur de la communication. Nous avons souhaité justement avec cette rencontre demander à être un peu plus présents dans l'accompagnement, dans la réflexion pour la promotion des médias et de la communication. Après la remise du prix d'excellence, il était important que nous puissions aussi mettre notre pierre à l'édifice et pouvoir accompagner donc le ministre qui nous a honorés devant la nation et donc faire un give back, on va dire, à notre pays. La démarche des récipiendaires est fort appréciée par le ministre de la Communication. Désormais vu comme des modèles, Amadou Koulibaly les exhorte à maintenir la flamme de l'excellence. Une fois qu'on a eu ce prix, on doit continuer de le mériter tous les jours. C'est une invitation à exceller davantage. Moi, je vous souhaite en tout cas une belle carrière dans vos domaines respectifs et que vous continuez d'exceller pour le bonheur du secteur. La soumission de candidature pour l'édition 2025 du Prix national d'excellence est ouverte depuis ce 10 février et s'achève le 30 avril prochain. Les candidats peuvent soumissionner via le site web www.prixdexcellence.gouv.ci. Au chapitre de la lutte contre la pauvreté, c'est le village de Annan à Bingerville qui a accueilli le premier dimanche de la solidarité de l'année 2025. Pour l'occasion, 505 familles vulnérables ont été soulagées par la ministre Miss Belmondo Dogo. Elles ont reçu des vivres et non-vivres, également du numéraire. Michel Mambo. Une radio pour le doyen du village, Jean-Baptiste Akré-Aki. Un congélateur pour Marie-France Topé, veuve, mère de 7 enfants. Une canne pour maman Awa, également veuve, mère de 6 enfants. En plus de ses besoins spécifiques pour ses seniors, des vivres, des non-vivres et du numéraire. Monsieur Gilles, premier d'abord, c'est pour moi. Avec mon enveloppe. Dieu merci. Premier dimanche de la solidarité de l'année 2025. Honneur au 3e âge. Dans le village d'Annan, sous-préfecture de Bingerville, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, répond aux sollicitations du chef du village. Vous voyez la joie que vous avez apportée au village. Merci pour tous ces gestes et pour cette action que vous menez, Nancy. Dieu vous bénisse, que les actions continuent. Assistance aux personnes du 3e âge, mais également aux malades. Jacqueline Da, handicapée, mère de 6 enfants, bénéficie, elle aussi, de l'attention du gouvernement. Cette année, même pour pouvoir inscrire les enfants, c'est le chef du village qui me s'est approché, lui parler. Il a fait sa part aussi. Mais tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est grâce à lui. Vraiment, il a dit merci. 5 ménages visités et après, cap sur la place du village. Au total, 505 familles vulnérables soulagées à ce premier dimanche de la solidarité de l'année 2025. Cette année, nous sommes en période électorale. C'est vrai que la solidarité, c'est notre activité quotidienne. Nous aurons plus d'actions sur la cohésion, mais la particularité cette année au niveau du dimanche de la solidarité, ce serait de mettre plus de jeunes en avant en termes de jeunes accompagnés avec l'appui du ministère de la Jeunesse. Des vivres, des non-vivres, au nombre desquels des broyeuses, des perceuses, des bassines et du numéraire à hauteur de 4 millions de francs CFA pour la communauté villageoise d'Annan. Miss Belmondo Dogo donne ainsi le ton d'une Côte d'Ivoire solidaire et paisible en cette année électorale. Et je vous invite à faire connaissance avec cet autre visage de la Côte d'Ivoire, ce pays qui compte des jeunes qui savent se battre, même lorsqu'ils n'ont pas encore trouvé l'emploi idéal. Coup de projecteur sur ces diplômés débrouillards avec Khalil Diomandé. Regardons. À Trècheville, il se fait appeler le roi du Wanché. Ne mets pas la même. Allez, donc ça y est. En 2023, Samuel, diplômé d'une licence en génie civil et sans emploi, décide de se lancer dans le commerce du riz local, fait à base de haricots, appelé le wanché. Lui, dont le père rêvait de voir sur les chantiers, se retrouve aujourd'hui derrière marmites et casseroles.
Un choix difficile à accepter par son géniteur. Surtout entendre les gens venir lui dire à chaque fois « ton fils est parti à l'école, tu as dépensé et puis il vend ». C'était beaucoup difficile pour lui au début. C'était toujours des histoires. Mais après, il a fini par comprendre. Avec passion et acharnement, Samuel est parvenu à se tailler une réputation dans le secteur de la restauration. Ses plats ravissent les papilles de plus d'un. Je ne sais pas ce que Dieu a mis dans ses doigts-là. Son watch là, c'est plus doux que pour certaines femmes. Ceux même qui disent qu'elles sont femmes là même là. Souvent là, la cuisine des garçons là même, ça n'a rien à voir pour femmes. Il n'y a rien qui est réservé aux femmes. Hein. Avoir un homme vendre comme ça, c'est très bon. Et puis moi, je l'encourage toujours, il n'a qu'à continuer. Il ne faut même pas baisser les bras. Il est très courageux. Parce qu'il pouvait s'asseoir à la maison, parce que je n'ai pas eu travail au bureau. Mais non, il a décidé de venir faire ça. Et puis vendre de la nourriture là, c'est pas facile. Hein. Chaque jour, ce sont 20 à 25 kg de riz que le jeune homme de 24 ans réussit à écouler. Certaines personnes sont assises dans les bureaux, mais ils ne gagnent pas plus que ce que je gagne. En ce début d'année, Samuel est rejoint dans son aventure par son ami Bakary, lui également diplômé en génie civil. Je remercie mon ami d'abord de m'avoir fait participer à son activité. Grâce à lui aujourd'hui, moi aussi, j'arrive à avoir un gagne-pain. Bintou Diarasuba fait aussi partie de ces jeunes diplômés sans emploi qui ont décidé de se créer leurs propres opportunités. Technicienne supérieure en ressources humaines, elle exerce depuis 2024 le métier de la livraison. Allô, bonjour madame. J'ai un colis à vous livrer. Vu que le marché de l'emploi est vraiment saturé, pour ne pas rester à la maison à ne rien faire, j'ai choisi de me lancer dans la livraison. Je n'ai pas informé les parents parce qu'ils allaient mal le prendre. Vu la manière dont les conducteurs roulent à Abidjan, c'est tellement risqué qu'ils n'allaient pas accepter. Au quotidien, Bintou parcourt à moto les rues de la capitale économique ivoirienne de 8h à 19h. Une activité pas si aisée et il faut faire avec l'incivisme sur les routes. Elle en a d'ailleurs fait les frais. En un an de livraison, j'ai été victime d'accident au moins 2 fois. C'est pas du tout facile. Je m'arrange toujours à avoir mon casque sur ma tête, avoir les rétroviseurs qui sont tellement importants, les freins, pour être vraiment en sécurité. Pour bien de personnes, Bintou est un exemple d'abnégation. Je n'ai jamais vu une femme faire livraison. Elle mérite d'être encouragée. Je la trouve très courageuse, voilà, très courageuse même. C'est-à-dire, ça même, il y a des garçons même qui n'arrivent pas à faire. Grâce à la livraison, Bintou est aujourd'hui autonome. Elle réalise un bénéfice journalier de 10 à 15 000 francs CFA. Ça me permet de couvrir mes besoins et tout. Le message que j'ai à l'endroit des jeunes diplômés qui sont à la maison, qui attendent d'être employés dans les bureaux, vous pouvez vous lancer dans les petites activités. Âgée de 26 ans, Bintou nourrit le rêve de devenir une spécialiste en gestion du personnel. Peu importe le temps que cela lui prendra. Voilà, c'était notre sujet informel. Diplômé et débrouillard, un sujet signé Khalil Diomandé. Autre chose à présent, Khalil Konaté. Khalil Diomandé, pardon. Autre chose à présent, dans le cadre des échanges réguliers avec les acteurs du système éducatif, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukoné, a rencontré les responsables des comités de gestion des établissements scolaires COGES. Une rencontre qui a permis aux fêtières, aux bureaux et à la plateforme des COGES de poser leurs préoccupations à la ministre. Sephora Zegui nous en parle. Les responsables des comités de gestion des établissements scolaires en charge de la gestion des fonds attribués aux établissements sont au centre de la polémique. Les 18,4 milliards de francs CFA alloués par le président de la République depuis 2020 pour soutenir les parents d'élèves doivent permettre de faciliter l'accès à l'éducation et d'améliorer le cadre scolaire. Pourtant, des dysfonctionnements sont constatés, détournement de fonds, mauvaise gestion et absence de transparence. Une gestion saine et rigoureuse s'impose donc. Tous les parents d'élèves doivent se mettre au travail. Les fonds du COGES ne sont pas faits pour aller faire de la bourgeoisie avec. C'est pour nos propres biens, c'est pour le bien-être de leurs enfants. Donc tous les présidents COGES qui ont pour l'habitude de détourner les fonds du COGES pour aller faire du n'importe quoi avec, il faut que ça cesse. Ces plaintes sont légitimes. Parce que dans toutes les gestions,
il y a des gestions de travers, il y a des manquements et la population à laquelle appartient l'école est en droit de pouvoir se plaindre de certaines dérives. Et je pense que cette rencontre était pour mettre les points sur les i pour que plus jamais des dérives soient observées. Maria Tsoukoné n'a pas caché son mécontentement. Elle a rappelé l'importance de ces fonds, suggéré que chaque centime doit servir à améliorer la qualité de l'éducation, tel que souhaité par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons souhaité rencontrer le COJES afin d'échanger avec tous les responsables du secteur, qu'ils comprennent que la mission qui leur a été confiée par le président de la République est hautement importante. Il y a eu beaucoup d'interprétations de ce texte du président de la République. Il y en a qui ont compris que ça veut dire que les parents d'élèves ne doivent plus rien faire, ce qui n'est pas vrai. Le président a voulu alléger les charges des parents, mais l'école ne peut pas fonctionner sans les parents d'élèves. L'école assure sa responsabilité, mais il faut que les parents assurent leurs responsabilités. Donc la rencontre d'aujourd'hui nous permet de clarifier certaines situations et de remettre la famille, le parent au cœur du dispositif. Parce que les COJES sont animés en région, dans les sous-préfectures, dans les villages, par les parents d'élèves. Face à cette situation, la ministre annonce la mise en place de nouvelles mesures de contrôle et d'évaluation pour éviter toute dérive et garantir une gestion saine des ressources. Une gestion responsable au service des élèves reste sa priorité absolue. Du sport à présent, la Confédération africaine de football, CAF, a simultanément effectué le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations U17 et U20 2025 en Égypte ce jeudi 13 février 2025. Les différentes compositions des groupes sont désormais connues et la Côte d'Ivoire connaît ses prochains adversaires dans la compétition. Moyabi Diabaté. Le Mali, l'Angola et le deuxième représentant de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, sont les futurs adversaires de la Côte d'Ivoire aux phases finales de la CAN des moins de 17 ans. Pays hôte de la compétition, le Maroc est logé dans le groupe A en compagnie de l'Ouganda, la Zambie et la Tanzanie. Le groupe B est constitué du Burkina Faso, du premier représentant de l'UNIFAC, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Le groupe C est l'affaire du Sénégal, de la Gambie, de la Somalie et de la Tunisie. Le tournoi se tiendra du 30 mars au 19 avril 2025. Les deux premiers de poule accéderont au quart de finale ainsi qu'à la Coupe du Monde de la catégorie au Qatar. Au niveau de la CAN U20, la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la compétition logé dans le groupe A, connaît également ses adversaires. Il s'agit de la RD Congo, du représentant de l'UNIFAC, du Ghana et la Tanzanie. Le groupe B s'annonce très relevé avec 4 équipes de haut niveau. Le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc. Le Sénégal, tenant du titre, sera face à la Zambie, le Kenya et la Sierra Leone dans le groupe C. Les deux premiers et les deux meilleurs troisièmes de tous les groupes seront directement qualifiés pour la phase à élimination directe. Rendez-vous donc du 26 avril au 25 mai 2025 en Côte d'Ivoire pour vivre des moments intenses du football africain. Et dans le reste de l'actualité, en bref, une image en République démocratique du Congo. La ville de Bukavu reçoit de plus en plus de déplacés qui ont fui les combats au Nord Kivu et dans les villages des territoires de Calais et de Kabaré. Leur nombre exact n'est pas connu jusque-là, mais nombreux affirment n'avoir aucune assistance humanitaire. Et puis, le coup d'envoi du 38e sommet annuel de l'Union africaine a été donné ce mercredi à Addis Abeba. Première étape, la réunion du Conseil exécutif hier et ce jeudi avant la réunion des chefs d'État ce week-end. Parmi les enjeux, désigner un nouveau président de la Commission pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat. Un vote décisif alors que l'organisation est critiquée pour son impuissance face à la multiplication des crises et des conflits sur le continent. Merci à vous tous de votre attention. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.